Bonjour Monsieur Bocquet, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Donc pour rappel, vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'ENA et on a aussi le plaisir de vous compter parmi nos senior fellows. Tout à fait. Euh, donc ma première question pour vous va être relative à la réponse de l'Union européenne dans la gestion de cette crise sanitaire et j'aimerais avoir votre avis sur la gestion. Est-ce que selon vous, elle a été probante ou plutôt décevante? Elle a été, comme toujours, l'Europe est critiquée, mais on oublie que l'Union européenne, en tant qu'organisation, a des attributions plus limitées qu'on ne croit. Les États membres qui composent l'Union européenne ne donnent d'attribution à la Commission et aux instances de Bruxelles que lorsque eux-mêmes ne parviennent plus à agir seuls. Et donc, concrètement, quand la crise a commencé, l'Union européenne n'avait aucune compétence sanitaire en tant qu'organisation et pas non plus de capacité d'action macroéconomique de type budgétaire. Il y avait une banque centrale, mais pas de capacité financière de taille macroéconomique. Malgré ça, il y a eu des réactions rapides, il y a eu des propositions de la Commission, il y a eu des réunions de chefs d'État tout de suite par vidéoconférence. C'est les États qui avaient en charge la question sanitaire, qui ont mis en place les confinements, mais au niveau de l'Union, ils se sont mis d'accord pour un grand programme de recherche, au programme de la proposition de la Commission, pour observer l'épidémie, analyser mieux le coronavirus. Ils ont mis en place Rescue, qui est un programme concernant la mutualisation des stocks. La Commission européenne a lutté contre les blocages de produits aux frontières, à l'intérieur même de l'Union, je parle des frontières entre les États membres eux-mêmes. Et aussi, l'Union a levé toutes les contraintes pour permettre aux États d'agir en suspendant les critères de Maastricht. Donc, la réaction de l'Union a été, malgré tout, une réaction rapide dans un contexte où elle n'avait pas de vrai pouvoir. Alors justement, puisque ces pays ont été confrontés à autant de difficultés dans cette crise sanitaire, est-ce que vous pensez que l'Union européenne va assister à une reconfiguration de son organisation? L'Union européenne va sans doute sortir transformée de cette crise. D'abord parce que sur l'aspect proprement sanitaire, on voit bien qu'il y a une attente de l'opinion publique et donc même si l'Union n'a pas de compétences, les États membres devront lui en donner parce que c'est une demande des citoyens européens qu'on puisse vraiment agir ensemble, avoir des moyens communs, pouvoir s'entraider davantage, etc. Ça, c'est sur l'aspect sanitaire. Donc, on peut penser que les compétences de l'Union européenne vont augmenter dans ce domaine. Mais c'est surtout sur le plan économique que la transformation va être extrêmement forte parce qu'on a suspendu les critères de Maastricht, on a levé tous les verrous qui existaient pour une action plus forte des États à travers de l'endettement des États. Et donc, il faudra bien trouver des règles européennes autres que celles qu'on avait jusqu'à présent, qui ont été suspendues et qui ne sont plus applicables. Pour donner un exemple, les règles de l'union monétaire, de l'euro, c'est qu'on ne doit pas dépasser, quand on est un État membre de l'euro, 60% de dette publique par rapport au PIB, un ratio de 60%. Aujourd'hui, on est en train de dépasser 100% avec le feu vert de l'Union européenne. Donc, il faudra reconfigurer beaucoup de choses et il faudra avoir des moyens d'action économique au niveau européen, comme il existe aux États-Unis, des moyens d'action au niveau du budget fédéral. Et par ailleurs, l'autre transformation qui va se produire, c'est que cet enjeu économique de lutte contre la crise va percuter les sujets de la transition numérique et surtout les sujets de la transition écologique. Et donc, il va y avoir un très grand débat dans l'Union européenne. Beaucoup vont demander l'accélération de la transition écologique pour laquelle l'Union européenne est déjà en pointe dans le monde, mais pour lesquelles on va demander une accélération en contrepartie, notamment des aides que les États vont verser aux entreprises. Il va y avoir un impact extrêmement fort sur l'Union européenne en tant qu'organisation. Elle ne sera pas la même avant et après.
D'accord. Alors, on assiste à une nouvelle dynamique dans les relations entre pays. Comment est-ce que vous percevez la relation entre Union européenne-Chine et Union européenne-États-Unis dans l'ère post-Covid? Alors, c'est bien de distinguer les deux, vous avez tout à fait raison. Parlons d'abord de la relation Chine-États-Unis, parce que c'est la relation qui est peut-être la plus structurante dans le monde aujourd'hui, puisque les États-Unis sont la première puissance politique, militaire et à certains égards économique, financière, technologique. Et la Chine aspire à devenir elle aussi la première puissance dans ce domaine-là. Donc, il y a une concurrence très vive entre les deux. Il y avait une relation qui, avant la crise, était déjà en tension très forte et en voie de transformation rapide, avec notamment trois aspects. Les Américains qui jugent la concurrence chinoise déloyale parce qu'il y a des entreprises publiques, parce qu'il y a beaucoup d'atteinte à la propriété intellectuelle en Chine. Donc, il y a cette contestation américaine de l'action chinoise, il y a des sanctions commerciales décidées par le président Trump, et puis il s'était produit aussi au début de l'année 2020, avant même la crise du Covid, une forme de fracture technologique, puisque les États-Unis avaient pris des dispositions pour contrer les opérateurs chinois, notamment Huawei, et la Chine, on ne sait pas, mais on a beaucoup moins commenté, et la Chine a également pris des dispositions pour se rendre indépendante de la technologie américaine à terme. Donc on avait une fracture, une tension et une fracture. Et l'introduction également de tarifs douaniers, de protection douanière importante. Déjà avant la crise. Alors la crise, elle ne peut qu'aggraver cette situation. D'abord parce qu'il y a les conséquences humaines de la crise, il y a quand même beaucoup de décès dans le monde. Il y en a déjà plus de 80 000 aux États-Unis d'Amérique. Et donc, il y aura une tentation de chacun à imputer la crise à l'autre. Les Américains vont parler du virus chinois, vont faire des reproches à la Chine en pointant son insuffisante transparence sur le début de l'épidémie, ce qui est un vrai sujet. Et la Chine va dire à l'inverse que les Occidentaux n'ont pas pris assez de précautions, que le port du masque, qui est très répandu en Asie de l'Est, n'était pas assez utilisé en Occident. Donc il va y avoir, du fait des conséquences humaines de la crise, une discorde. Et puis, la deuxième conséquence qui est importante, c'est que on va remettre en cause la dépendance à la Chine et on va remettre en cause beaucoup plus facilement ces chaînes de valeur très très étirées qui allaient d'un bout à l'autre de la planète. Elles vont être sous attaque, sous critique, avec un désir de contrôler la dépendance vis-à-vis de la Chine, de l'Europe, d'ailleurs, comme des États-Unis. Alors l'Europe, quant à elle, elle est dans une position un peu différente, une posture un peu différente de celle des États-Unis. Elle est très préoccupée par le poids de la Chine, les pouvoirs de la Chine et par les formes de dépendance technologique qui se profilent vis-à-vis de la Chine, par exemple avec la 5G. La 5G, c'est une technologie qui sera indispensable demain pour faire de la télémédecine ou pour faire des déplacements en véhicules autonomes. Donc, c'est une technologie absolument vitale, comme l'électricité ou comme Internet aujourd'hui, mais avec de nouvelles applications, de nouveaux domaines. Donc, l'Europe est très préoccupée par cette dépendance, mais l'Europe, elle a deux différences avec les États-Unis. La première, c'est que l'Europe n'est pas favorable aux mesures protectionnistes arbitraires. Elle n'est pas favorable à ce qu'un pays puisse décider de lui-même d'avoir des mesures protectionnistes. L'Europe a des protections qui ne sont pas toujours négligeables, mais elle n'est pas favorable à ce qu'on puisse, comme ça, unilatéralement changer. Par exemple, je vais prendre un exemple. L'Europe a des droits de douane de 15% sur les automobiles, ce qui est assez conséquent vis-à-vis des automobiles non européennes, sauf pour les pays en libre-échange, bien sûr. Hein. Mais disons que les droits de douane européens vis-à-vis du Japon, de la Chine ou des États-Unis, c'est 15% sur l'automobile. L'Europe ne s'octroie pas le droit de les mettre à 50% ou à 30%. Donc, il y a une différence de méthode par rapport à la pratique américaine.
D'autre part, l'Europe n'est pas favorable à une mise en accusation sans preuve de la Chine. L'Europe est favorable à l'idée de demander des comptes à la Chine, mais par exemple, l'Europe a refusé au sein de l'ONU qu'on appelle le Covid un virus chinois. À la fois parce qu'on n'en a pas la preuve formelle, et puis aussi par principe, parce qu'un virus n'a pas d'identité, n'a pas de nationalité, et donc on n'est pas favorable à une espèce de suspicion a priori vis-à-vis d'un pays. Donc il y a un jeu à trois qui va se mettre en place, dans lequel l'Europe essaiera de défendre les valeurs multilatérales, tout en se défendant elle-même de plus en plus. Alors, je disais que ma dernière question était relative à l'impact de la relation Maghreb-Europe dans l'ère du post-Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur cette relation? Oui, tout à fait. Il y aura un impact et là aussi, bon, il faut distinguer les phénomènes à court terme, les fermetures de frontières, etc., qui sont des réactions à court terme, de la vraie tendance. La vraie tendance, c'est quand même que cette crise montre l'utilité de liens très très forts avec l'Afrique en général et le Maghreb en particulier. À la fois parce que on a vu que le Maroc, par exemple, avait une capacité impressionnante de produire rapidement des masques. Et donc, on voit bien qu'il y a une plus-value à être en échange et en mutualisation de nos capacités les uns et les autres. Et aussi parce que si on ne veut pas des chaînes de valeur qui vont jusqu'à l'autre bout du monde, par contre, on peut s'intéresser encore plus aux chaînes de valeur de proximité. Et le fait qu'entre le Maroc et l'Europe, il n'y ait qu'une distance de 14 km, et non pas 14 000 km, certains, c'est un facteur d'opportunité pour les relations Europe-Maghreb. Donc, je pense qu'il va y avoir une nouvelle phase qui va s'ouvrir, où on va coopérer, resserrer nos liens. Il y aura des débats parce qu'il y a un sujet européen, une relocalisation, mais cette relocalisation de capacité de production qui était en Asie, par exemple, n'a pas forcément vocation à jouer contre le Maroc, en tout cas espérons-le, ce serait une erreur. Et puis il y a un autre sujet qui est le continuum Europe-Afrique, c'est-à-dire l'idée d'un monde qui est divisé en trois. Il y a le fuseau horaire Chine, Asie du Sud-Est, Japon. Il y a le fuseau horaire États-Unis, Canada, Mexique, et une partie de l'Amérique latine. Et puis, il y a un autre fuseau horaire qui est le fuseau horaire Europe-Afrique, qui nous donne à la fois une proximité géographique et aussi de la synchronisation de nos vies. Donc, ouvre beaucoup de possibilités. Et dans ce continuum Europe-Afrique, le Maghreb a un rôle majeur à jouer et qu'il a d'ailleurs commencé à jouer. Donc, on en arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup, Monsieur Bouquet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Une excellente journée. Au revoir. Au revoir.